enregistrement et je présente Isabelle. Isabelle Olette est clinicienne du SAD du CIUS de la capitale nationale. Elle est ergothérapeute depuis 21 ans. Dans les 15 dernières, elle a participé, elle fait partie du programme d'aide technique à la mobilité au CIUS de la capitale nationale avec la clientèle adulte et aînée. Depuis les 3 dernières années, elle est coordonnatrice clinique du programme et aussi récemment, elle a commencé un poste de chargé de cours à l'Université Laval en lien avec les positionnements assis. Donc, je laisse Isabelle présenter. Merci Isabelle d'être là et merci tout le monde encore une fois. On ne t'entend pas, Isabelle? Je pense que ton micro est fermé. Est-ce que tu nous entends? Vouloir collaborer. Est-ce que OK. vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Oui, merci Lucas pour la présentation. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler du cadre rigide. En fait, pourquoi j'ai choisi de vous présenter le cadre rigide ou la configuration du cadre rigide, c'est parce que je constate souvent qu'il y a des malaises auprès des intervenants de faire une évaluation cadre rigide. Pour plusieurs aspects, c'est que souvent le cadre rigide, on entend dire qu'on a peu accès à l'erreur, c'est assez rigide, donc c'est assez fixe. Les intervenants, ça amène certaines craintes, que souvent les usagers sont plus connaisseurs que les intervenants et on connaît plus les matériaux. Les usagers nous arrivent avec des idées préconçues, des besoins, des modèles de référence. Donc, c'est comme un monde, le cadre rigide, puis souvent ça fait peur. Donc, j'avais choisi là, de présenter un petit peu par rapport au cadre rigide, étape par étape. J'ai évalué des cadres rigides dans ma carrière. Je me proclame pas spécialiste du cadre rigide. J'aurais peut-être pas réponse à toutes vos questions, mais en fait, ça se veut comme une étape par étape pour parler du cadre rigide. Au niveau de la présentation, du plan de la présentation, ben, on sait que n'importe quelle évaluation de n'importe quel appareil, ça repose sur une bonne évaluation fonctionnelle. Donc, on va regarder un petit peu ça. On va regarder chacune des étapes au niveau de la configuration du cadre rigide, puis un certain ordre chronologique là, pour pouvoir faire les étapes. Les différents types de cadres rigides et survoler rapidement là, 3 petits mythes ou réalités là, en lien avec les cadres rigides. Donc, pour commencer, ben, c'est sûr que je reviens toujours avec l'évaluation fonctionnelle, mais il faut savoir que notre choix d'appareil, il repose toujours sur une bonne évaluation. Dans le fond, l'objectif, c'est de déterminer précisément le mode de fonctionnement de l'usager et ses besoins. C'est aussi déterminer, là, ça va être quoi l'intervention qu'on va faire, puis ça va nous permettre de cibler mieux le choix de l'appareil. On va parler, entre autres, de bien connaître le motif de référence. Donc, quels sont les besoins de l'usager? Quelles sont ses attentes? C'est quoi les attentes de la famille? C'est quoi les attentes du référent? C'est quoi qui leur a déjà été dit? On a des usagers qui arrivent de d'autres programmes ou qui ont eu des amis qui sont en fauteuil roulant, puis qui disent Ah oui, oui, moi j'ai eu tel fauteuil, c'est un navet, l'autre, il est vraiment bon, fonctionne bien, demande jamais tel appareil. T'es mieux avec du titanium, t'es mieux avec du carbone, t'es mieux avec tel type d'alliage d'aluminium. Donc, prends tel dossier, prends telle chose. Donc, souvent, les usagers nous arrivent avec déjà des idées préconçues. On a à jongler aussi avec l'organisme payeur, les réalités de l'organisme payeur, et aussi à jongler entre est-ce que c'est un premier utilisateur qui a, par exemple, subi une blessure médulaire, puis premier fauteuil, ou plutôt on a un utilisateur qui ça fait 20 ans, qui a déjà eu 3-4 fauteuils, il s'en a acheté 3-4. On ne parle pas nécessairement des mêmes besoins. Et on passe à la cueillette de données. Le fait de faire une bonne cueillette de données va nous préciser davantage le type d'appareil, puis va nous illustrer vraiment les éléments là, en lien avec la configuration du cadre rigide. Quand on utilise un modèle, je reviens toujours avec les modèles, je suis tannante avec les modèles, mais en fait, le PPH, c'est un modèle qui nous permet de mettre en interaction pas mal les facteurs personnels, les facteurs environnementaux, les habitudes de vie. Et dans la prochaine slide, dans le fond, je vous illustre quelques éléments qui peuvent influencer la configuration d'un fauteuil, puis que ça vaut la peine de prendre le temps de le discuter.
Donc, dans le fond, si on pense au facteur personnel, par exemple, si on a un usager qui a un dysmorphisme, un petit tronc avec des grands bras, ben, ça va être quoi la configuration de ma roue de propulsion pour avoir une meilleure efficacité de propulsion? Ben, comment il va se déplacer? Oh, ça va avoir un impact. C'est quoi, par exemple, aussi le niveau sensitif, le dernier niveau au niveau dorsal que l'usager va ressentir, ce qui va pouvoir m'aider à choisir ben, quelle va être la hauteur de mon dossier de posture pour mon usager. Ça va me permettre de dire, ben, si par exemple, je mets mon dossier plus bas que mon niveau qui est senti par l'usager, puis qu'en plus, mon usager, c'est son premier fauteuil, donc s'il ne ressent jamais le dossier, ça se peut qu'il se sente toujours en déséquilibre puis qu'il ne vive pas de moment de repos. Est-ce que mon usager a des plaies récidivantes? Est-ce qu'il est capable de relâcher la pression? Ou de quelle manière il va faire ses transferts? Transfère-tu d'une surface à l'autre ou non? Il va avoir son impact. Je prends-tu une planche? Je ne prends pas une planche? Donc, ça, il y a des impacts aussi. Au niveau des facteurs environnementaux, on peut penser, entre autres, à c'est quoi l'espace dans mon domicile? Quelle est la largeur réelle de mes portes? Ça va peut-être avoir un impact sur la cambrure que je vais mettre de mes roues de fauteuil. L'usager, bon, il est dans quel milieu? S'il y a un milieu de travail, par exemple, qui est encombré avec des vis, des clous, ou plutôt il travaille, par exemple, dans une usine de peinture, ben, ça va peut-être avoir son impact sur le choix de l'appareil ou une usine de jet de sable. Il habite, par exemple, dans un milieu où il y a beaucoup d'air salin. On peut penser la Gaspésie, les îles de la Madeleine. C'est quoi mes surfaces de travail? Donc, c'est quoi les hauteurs à la maison, les surfaces de travail, maison, salle de bain, table? Bon, c'est quoi les endroits où il doit s'ajuster plus fréquemment? Est-ce que c'est des milieux qui sont ajustables en hauteur ou pas? Donc, tout ça va influencer déjà mon choix d'appareil et ça tombe en interaction avec des habitudes de vie. Puis, je donne quelques exemples. Est-ce que mon usager va être conducteur assis dans son aide technique à la locomotion? Il va-tu être passager? Est-ce qu'il va transférer ou non sur le banc conducteur? Est-ce que mon fauteuil doit présenter une norme, soit WC19 ou ISO, parce qu'il va rester assis dedans? Est-ce que j'ai besoin d'ancrage de transport ou non? Mon usager, est-ce que c'est par exemple un père de famille, il s'occupe de sa famille, il circule dans des endroits qui sont moins adaptés au fauteuil roulant parce que son jeune, c'est un pro du soccer. Donc, des éléments comme ça, c'est plein de choses qui sont à questionner pour aller voir ben, un petit peu vers quel appareil on va et de tout ça aussi découle l'évaluation de la posture, les prises de mesure. Donc, les étapes qui suivent, ben, une fois qu'on a tout fait ça, on tombe dans la configuration de notre appareil. Pour ça, j'ai sauté les. Je ne parlerai pas en détail là, de l'évaluation fonctionnelle et posturale. On tombe vraiment dans la configuration. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la configuration d'un cadre rigide, c'est pas plus sorcier que la configuration d'un fauteuil roulant manuel. C'est parce qu'il est rigide que ça fait peur des fois, mais c'est la même chose. On a un peu l'ABC de la configuration d'un fauteuil. N'importe quel fauteuil, tout confondu, ben, on va déterminer toujours ben, c'est quoi le type de propulsion. C'est sûr qu'en cadre rigide, notre propulsion, elle est principalement membre supérieur, donc on va skipper la discussion sur les types de propulsion. Les éléments qui suivent par la suite, c'est déterminer ben, quelle va être ma hauteur sur le siège avant. Ma hauteur sur le siège avant est influencée par mes transferts, mes surfaces de contact que j'ai. Puis, ça va me donner mon point de départ. Je vais commencer par ça. Je vais aussi aller évaluer ma largeur, ma profondeur au niveau de mon assise pour déterminer ben, qu'est-ce que je mets comme assise. Je grimpe au niveau du dos, je vais aller voir ma largeur et ma hauteur de dossier. Et en parallèle, je vais regarder ma hauteur sur le siège arrière. Quelle va être ma squeeze au niveau de mon fauteuil et quelle va être mon interaction avec mon angle de dossier. Par la suite, ben, découlent tous mes choix de mes roues, mes grandes roues, mes cerceaux de conduite et ainsi de suite. Donc, on va reprendre chacune des étapes une à la fois pour vraiment détailler davantage. On va commencer par la hauteur sur le siège avant. Il faut savoir en tout temps quelle va être la hauteur sur le siège avant, c'est vraiment notre point de départ. Et c'est de savoir notre hauteur sur le siège avant, hors tout, incluant notre coussin. Parce que ma hauteur avant, elle peut être de 18 pouces, mais c'est sûr que si j'ai besoin d'un coussin de 3 pouces d'épais pour une raison X,
ben, ma hauteur sol siège avant va être de 15 pouces. Donc, il faut que je tienne compte là, de ma hauteur sol siège avant, qui est en lien avec mes transferts d'une surface à l'autre, mon accès aux tables, et aussi, logiquement, le dégagement qui est requis sous les palettes d'appui-pied. Des fois, on peut avoir une hauteur sol siège qu'on pense qu'il va être bonne, mais mon usager a tellement des longs membres inférieurs et les appuis-pieds sont tellement regroupés vers le fauteuil, plus près du fauteuil, que finalement, la palette d'appui-pied, elle frotte le sol constamment, on n'a pas de dégagement, on ne sera pas en train d'aider notre usager. Donc, le point de départ, on est là. Il ne faut pas oublier que notre choix de notre coussin va avoir un impact direct sur la hauteur sol-siège, va aussi avoir un impact sur la squeeze, donc l'angle que je vais donner entre l'avant et l'arrière de mon fauteuil et avec l'angle de dossier. Bien qu'on y va étape par étape, il faut toujours garder en tête que chaque élément est interrelié avec le restant du positionnement au fauteuil. Quand on parle du coussin, on va aussi réfléchir à la notion de bisocrural ou pas. Quelqu'un qui présente, par exemple, une paralysie complète des membres inférieurs ou qui sous-utilise ses membres inférieurs, il va progressivement présenter une atrophie des ischio-jambiers. Il faut se rappeler que les ischio-jambiers, c'est un muscle qui est biarticulaire, donc il s'arrime avec le siège et il s'arrime avec la partie basse de la jambe. Donc, si jamais mon usager, je ne tente pas de combler le vide, la disparition du muscle sous la cuisse, bien, ça se pourrait que ma jambe, on le voit ici là, avec la ligne rouge, ma jambe soit plus basse, donc ne possède pas le parallélisme par rapport au sol. Et si j'ai une rétraction, souvent le membre inférieur va se retrouver très, très, très regroupé sous le fauteuil. Et finalement, on shift en bascule postérieure. Si je viens combler avec un bisocrural, ben, je vais aller chercher une meilleure horizontalité de la jambe et ça va me permettre de mieux répartir mes positions au niveau de mes membres inférieurs, au niveau de la palette d'appui-pied. Donc, je peux avoir un affaiblissement de mon ischio-jambier. Il n'est peut-être pas rétracté, mais je vais aller combler le vide créé par la perte de cette masse musculaire-là qui était présente. Donc, un bisocrural n'est pas une mauvaise option pour aller chercher une bonne position du membre inférieur. On va par la suite, je pense que j'ai sauté une slide, désolé. OK, on va par la suite parler de la relation entre la largeur du bassin et la largeur réelle du fauteuil. Idéalement, on devrait toujours avoir un demi-pouce, tu sais, quand on parle de fauteuil, avoir un demi-pouce de chaque côté du bassin pour le confort. Pour la propulsion, on peut aussi aller dans le cadre rigide, avoir exactement la même largeur que le bassin. Ça peut être acceptable si et seulement si le poids il est stable. Si la personne joue au yo-yo, c'est sûr que dans un cadre rigide, on n'a pas beaucoup de lousse pour élargir. Souvent, c'est des espaceurs qu'on peut mettre au niveau des protèges-vêtements pour tenter d'élargir. Encore là, on vient élargir de par les roues. Donc, si on a un poids stable, il n'y a pas de problème de prendre exactement la même largeur du bassin. Sinon, un demi-pouce de chaque côté nous donne le lousse requis. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque élargissement d'un pouce, on perd jusqu'à 15 de notre efficacité de propulsion. Donc, plus je vais élargir un fauteuil par rapport à ma position de mes épaules, plus je vais perdre de l'efficacité de propulsion. L'élément qui est important à tenir compte, c'est vraiment de tenir compte de la différence aussi entre la largeur du bassin et la largeur du tronc. Si on regarde, par exemple, le jeune homme bien musclé en forme de mésomorphe ou de triangle inversé, ben c'est sûr qu'il est plus large au niveau des épaules que du bassin. Si je mets un dossier court, il n'y a pas de problème. Le haut de ma canne de dossier ou de mon dossier va bien faire. Mais si je mets un dossier haut, on s'entend que mes cannes de dossier vont y arriver soit dans le milieu de l'omoplate. Donc, mon fauteuil va nécessairement être un peu plus large pour aller chercher un meilleur confort pour l'usager, puis un meilleur positionnement, plus je vais mettre mon dossier haut. Donc, il y a quand même une interrelation entre les deux. Donc, ce qu'il faut tenir compte, ben, il faut vraiment tenir compte de la largeur du fauteuil versus celle du bassin, versus celle du tronc par rapport à la hauteur de dossier. Donc, ce que je viens de discuter. Il faut aussi tenir compte de la largeur des genoux en abduction. Est-ce que ma personne présente une abduction importante des membres inférieurs qui n'est pas réductible? C'est sûr que si mes membres inférieurs, mon abduction est réductible,
ben, ça peut être intéressant, mais si on est vraiment bloqué en ouverture, en abduction, puis qu'on n'est pas capable de ramener, ben, probablement que c'est ce qui va déterminer notre largeur de fauteuil. Accessoirement, il y a toujours la largeur ou l'épaisseur des protège-vêtements versus la largeur réelle. Donc, le protège-vêtements, est-ce qu'il rentre à l'intérieur de ma toile de siège, de ma largeur réelle, ou va à l'extérieur? Et quelle est l'épaisseur de mon protège-vêtements? Des fois, c'est des petites choses là, à considérer. Et on peut aussi tenir compte des dimensions réelles du fauteuil. Il y a des fabricants qui sont en pouces. La majorité de nos fabricants sont en pouces. Mais on peut regarder aussi, certains fabricants peuvent être en centimètres ou en millimètres. Donc, ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour regarder un peu s'ils sont en impérial ou en métrique, là, pour s'assurer de pouvoir faire les bonnes configurations requises. Si on parle un petit peu de la profondeur de siège, pour un fauteuil roulant manuel pliant, on dégage, puis qu'on garde les pieds sur les appuis-pieds, on s'entend, on ne parle pas de propulsion pied. Dans un fauteuil pliant, généralement, on garde à peu près 1 pouce derrière le creux poplité, on dégage de 1 à 2 doigts. Quand on se retrouve dans un cadre rigide, nos membres inférieurs, un peu comme sur la photo, sont groupés sous le fauteuil. Donc, c'est sûr qu'il faut tenir compte qu'on va avoir besoin d'un dégagement un peu plus grand pour pas que le mollet rentre en conflit avec la toile de siège ou avec le coussin. Donc, on peut avoir des dégagements qui vont être jusqu'à 3 pouces et des fois, parfois 4 pouces là, quand on est très, très, très groupé par rapport à ce qu'on fait normalement dans un cadre pliant. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'une trop grande profondeur, ça favorise le glissement antérieur du bassin. Puis pas assez de profondeur par rapport au support, ben, ça accentue le risque de plaie au niveau du siège. Donc, c'est des éléments là, parce qu'on diminue la répartition de pression. Donc, c'est des principes de base que vous appliquez déjà là, au niveau de largeur profondeur dans les fauteuils roulants qui ne sont pas cadre rigide. Donc, ça s'applique quand même dans le cadre rigide, des petites spécificités au niveau de la profondeur. Un élément qui est à tenir compte, on va parler vraiment de la profondeur de l'assise versus celle du châssis. La profondeur de l'assise, c'est la profondeur en partant de la canne de dossier jusqu'au bout de la toile en partant de la canne de dossier jusqu'au bout de la toile de siège. C'est la petite ligne bleue là, que j'ai mis au niveau du fauteuil. J'ai repris une image qu'on retrouve dans le devis du Quickie 5R. Donc, on a ça. Donc, ça, c'est la profondeur où mon usager va être assis. Par contre, on nous demande aussi de choisir une profondeur de cadre, que ce soit dans le Quickie 5R ou dans d'autres. Puis des fois, on a des combinaisons qu'on peut faire un cadre plus long, plus 1, plus 2 pouces. Et quand on fait une configuration sur un appareil, un taillight ou peu importe, on peut choisir exactement la profondeur de mon châssis. Donc, la profondeur de mon châssis, elle est en lien davantage avec la capacité à se déplacer. Plus mon châssis va être court, donc un châssis qui est plus de performance, comme on peut le voir sur l'image, ben oui, effectivement, je vais avoir un fauteuil qui est performant. Mais performant ne veut pas dire que c'est le meilleur. Performant veut dire qu'il va avoir un empattement court, qu'il va être réactif, plus réactif, il va prendre moins d'empattement à virer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un châssis court, ben, ça a des implications quand on veut franchir un seuil. Je vous ai fait un châssis démesurément long, là, comme on peut voir sur l'image. Là, on a le châssis court et le châssis très long. Si la ligne rouge représente mon angle d'assise, quand je passe pas mon seuil, donc mon petit cube vert est mon seuil. Et si je décide de faire un wheelie pour franchir le même seuil, on voit qu'avec mon châssis court, je dois faire un wheelie beaucoup plus grand. Donc, on a un angle de 20 degrés, tandis qu'avec un châssis long, j'ai un angle de 10 degrés. Ça peut avoir un impact fondamental pour un usager qui a un faible contrôle du tronc. Donc, quand tu passes un châssis court, tu as un châssis très court, ben à ce moment-là, il faut que tu tiennes compte que pour franchir des obstacles, tu vas devoir te basculer davantage. Donc, c'est des éléments comme ça qui sont à tenir compte avec un usager. Souvent, les usagers nous arrivent, je veux un fauteuil court, je veux un fauteuil réactif. Ben, il faut vraiment voir quelles sont ses habiletés et capacités à ce niveau-là. Comment déterminer la profondeur d'un châssis? Donc, quel est l'équilibre tronculaire et les forces dans les membres supérieurs? Est-ce qu'on a des spasmes en extension? Un usager qui a un châssis court,
et qu'il y a souvent des spasmes en extension, ben, il va rapporter beaucoup plus de poids à l'arrière de son centre de gravité, ce qui va rendre le fauteuil un petit peu plus fragile. Donc, peut-être que le châssis trop court n'est pas nécessairement une option. Quel est le centre de masse de mon usager? Donc, comment il le répartit dans le fauteuil? Et quand il fait des transferts, donc, est-ce que mon usager il prend une prise au niveau du châssis? Donc, on a des usagers qui ont besoin absolument de prendre la prise à l'avant du châssis, donc en avant de la toile de siège. Et si le châssis courbe tout de suite, ben, ça diminue la hauteur, la longueur de la prise. Donc, c'est un élément là, qui est super important à tenir compte. Donc, j'ai mis une petite mention là, dans le bas. Donc, attention, un châssis non adapté aux capacités ou aux besoins de l'usager rendra le fauteuil soit trop stable ou trop instable. Puis ça va nécessiter à ce moment-là d'avancer ou reculer le centre de gravité du fauteuil pour le rendre convivial pour le fonctionnement de l'usager. Par contre, ça va peut-être jouer sur la stabilité pour améliorer la stabilité du fauteuil. Par contre, ça peut jouer sur la position de propulsion. Donc, si j'avance le centre de gravité, mais qui aurait été souhaitable plus reculé en fonction de sa position de propulsion, mais que je dois devancer le centre de gravité parce que mon châssis est mésadapté. Donc, là, je vais perdre ma belle position de propulsion que j'avais. On tombe par la suite à la notion de squeeze versus l'angle de dossier. Moi, je parle beaucoup de squeeze, mais on peut parler aussi de drop ou de slope. Donc, ça se trouve à être la différence entre la hauteur sur le siège avant et arrière. On voit souvent, on entend souvent parler de 1, 2, 3 pouces. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de la réalité? Vous pourrez retrouver des informations intéressantes, pertinentes là, dans les différentes formations que Permobile donne, mais je vais vous en glisser quelques éléments. Donc, dans le fond, la squeeze et l'angle de dossier, c'est intimement relié à la mobilité lombaire et au choix du dossier. Donc, on va essayer de valider, voir, ben, est-ce que ma courbure lombaire bouge ou bouge pas? Est-ce que c'est fixe ou ça ne l'est pas? Si j'essaie de fermer mon angle de dossier un peu trop, ben, à ce moment-là, je vais pousser mon usager vers l'avant quand j'ai une très faible mobilité lombaire. Donc, ça ne m'aidera pas. Donc, je veux vraiment voir quelle est ma mobilité lombaire. Quelle est aussi ma mobilité au niveau des hanches puis des membres inférieurs. Si j'ai des rétractions, ben, ça va impacter sur mon angle à la fois de dossier et à la fois de siège. Je vais aussi valider ma capacité de transfert. Par exemple, j'ai une squeeze qui est vraiment trop importante. Par exemple, on va l'illustrer avec un 3 pouces puis que ma personne a de la misère à se remonter à l'avant du fauteuil pour faire son transfert, on ne sera pas plus aidant pour l'usager. Et je vais aller valider, ben, selon quoi est-ce que j'ai des souplesses articulaires? Est-ce que j'ai des réactions? Est-ce que j'ai de la spasticité en extension? Donc, c'est des choses que je vais aller valider. Petite règle, quand j'ai une faible mobilité lombaire, ben, je diminue ma squeeze car je ne peux pas fermer mon angle de dossier. Mon usager va être penché vers l'avant. On le voit bien avec la petite image là, juste à côté. J'ai quand même une squeeze qui est quand même importante, mais j'ai une faible mobilité lombaire. Donc, mon usager, je ne peux pas garder un angle de dossier fermé. Fait que mon visage est orienté vers le bas. Si j'ouvre mon angle de dossier plus, je vais aller accommoder mon regard, mais je vais avoir une position qui va être davantage en glissement. Donc, j'ai tout intérêt à remonter, diminuer ma squeeze, puis pouvoir ouvrir un petit peu mon angle de dossier pour avoir une position qui est plus adéquate. Par contre, quand j'ai une personne qui a une bonne mobilité lombaire, ben, je peux avoir davantage de squeeze et je peux fermer mon angle de dossier pour aller bien soutenir ma région lombaire et travailler en extension pour pouvoir mieux voir au niveau, avoir un regard plus orienté, là, parallèle au sol. Qu'est-ce qu'il y en est de la notion d'ergocie? Donc, au niveau de l'ergocie, en fait, c'est une zone qui est plate au niveau du siège. Donc, un usager qui a une faible mobilité lombaire, comme on peut le voir sur la première image, ben, on peut tenter de maintenir quand même une certaine squeeze au niveau du fauteuil, mais en ajustant au niveau du bassin. Donc, je précise un petit peu. Mon usager, si on prend la première image, l'image de gauche, mon usager a une différence, là, disons, de 2 pouces entre l'avant et l'arrière. Et je devrais de fermer normalement mon angle de dossier pour garder un certain équilibre. Et on voit tout de suite que mon usager est en bascule postérieure et son regard est orienté vers le bas.
L'intervention qui serait à faire, ça serait de diminuer ma squeeze entre l'avant et l'arrière. Donc, à l'arrière, je remonterais, puis je pourrais ouvrir mon angle de dossier. Par contre, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'éloigne de ma roue de propulsion. Donc, je peux aller chercher une zone qui va être davantage plate au niveau du bassin pour aller mieux soutenir ma zone sacro-lombaire et avoir un angle de dossier qui va être un petit peu plus ouvert. Donc, au niveau des éléments d'un ergo-C, ça permet d'avoir une squeeze plus grande chez des usagers présentant une faible mobilité lombaire ou présentant des enjeux au niveau de la flexibilité des hanches. Ça permet un meilleur accès aux roues arrière pour une meilleure position de propulsion, ce qu'une plus petite squeeze n'aurait pas nécessairement permis. Et ça permet de stabiliser la stabilisation du bassin pour conserver un bon alignement au niveau des membres inférieurs. Donc, des petits éléments là, au niveau de l'ergocyte. Quand on parle de dossier, donc oui, on a choisi, on choisit notre squeeze, mais tout ça, c'est intimement relié à notre dossier. L'angle de dossier n'est pas pris de la même manière sur un cadre pliant qu'un cadre rigide. Donc, sur un cadre rigide, on le prend toujours par rapport au sol, tel que l'illustre l'angle en rouge. Donc, puis, c'est toujours en lien avec le relief dorsal dans le plan sagittal. Plus le dossier est bas, ben, plus la squeeze peut être grande et plus l'angle de dossier pourra être fermé. Plus le dossier est haut, plus la squeeze est diminuée et plus l'angle de dossier peut être ouvert. On voit un petit peu là, la relation entre la hauteur de dossier et l'angle de dossier en fonction du relief dorsal dans le plan sagittal. Donc, on voit bien que si on met un dossier bas au niveau de la zone sacrée, ben, je suis capable de rentrer un petit peu plus, fermer mon angle. Et plus je monte au niveau sacro-lombaire et si je monte au niveau thoracique, évidemment, je n'ai pas le choix d'ouvrir un petit peu plus mon angle de dossier. Donc, c'est un petit peu dans ces éléments-là. Donc, ma hauteur de dossier, comment je vais la déterminer? Ben, je vais valider ma stabilité antérieure à mon usager. Si je monte mon dossier, j'ai besoin d'un dossier haut, ben, il ne faut pas que je le pousse vers l'avant pour pas qu'il chute. Je vais valider mon niveau sensitif que mon usager ressent. Donc, si on pense, par exemple, à un usager qui présente une myélopathie, donc, quel est son niveau qu'il ressent au niveau du tronc? Je le disais tout à l'heure, si j'essaye de mettre un dossier plus bas, qui n'a pas de niveau sensitif, qui ne ressent rien, ben, il va pouvoir être épuisé à la longue parce qu'il ne connaîtra pas son niveau auquel il va pouvoir se relaxer ou s'accoter. Donc, souvent, un nouvel usager qui est myélo, on va lui donner un dossier où on va aller vraiment chercher le dernier niveau sensitif pour qu'il puisse au moins avoir une sensation de l'endroit où se place le dossier. Plus tard, quand on renouvelle, ben, l'usager a déjà une meilleure proprioception. On va chercher l'équilibre entre la notion de repos et de fonction. Et aussi, la hauteur du dossier, il faut qu'on tienne compte des habitudes de vie. Et si l'usager fait un crochet universel, donc il vient soit se retenir avec son bras quand il se retourne au niveau des cannes de dossier, donc là, ça a son impact. Puis, il y a toujours la notion de relief avec les butées. Donc, plusieurs dossiers sont disponibles, des coquilles de dossiers avec des butées plus ou moins profondes. Donc, on veut vraiment aller voir là, pour avoir un bon équilibre, oui, à la fois dans le plan sagittal, mais aussi dans le plan frontal pour maintenir une certaine rectitude. Donc, on tombe au niveau des roues arrière. Positionnement de ma roue arrière, idéalement, là, on va aller chercher 60 à 80 degrés de flexion au niveau du coude par rapport à la normale. Ce qu'on voit aussi beaucoup dans les livres, on a du 100-120 degrés. Si on le voit bien dans l'image qui est juste en bas avec les deux petits bonhommes, donc c'est sûr que si je suis trop haute, ben mon coude va être trop étiré, ma position de propulsion va être diminuée, tandis que si je suis très bas par rapport à ma roue, je vais avoir une trop grande flexion au niveau de mon coude et à ce moment-là, je risque de me rehausser les épaules et je risque d'avoir des lésions. Donc, c'est des éléments qui sont à tenir compte là, quand on sélectionne une roue au niveau de notre usager. Aussi, qu'est-ce qui est l'idéal au niveau de la propulsion? C'est une propulsion entre 10 heures et 2 heures. Qu'est-ce que je vous suggère quand on est à choisir la roue? Il faut toujours qu'on approche la roue
de notre simulateur ou de notre hauteur quand notre usager est dedans et qu'on le teste, la roue, une roue de 20, une roue de 22, une roue de 24, une roue de 25, une roue de 26, c'est d'aller voir quelle va être ma meilleure roue de propulsion par rapport à ma position de propulsion. Donc, c'est des éléments et on va essayer de maintenir un angle, là, comme je vous disais, de 60 à 80 degrés avec la main placée sur le haut de la roue, là, la main à midi. En fait, quand on choisit une roue de fauteuil, on la choisit toujours par rapport à la hauteur du fauteuil. Lorsqu'on choisit le cerceau de conduite, on choisit par rapport à la position de propulsion. Je vais vous donner un exemple. Les deux exemples. Quand on a une situation où on ne présente pas de dysmorphisme, quand le tronc est proportionnel au membre supérieur, on va toujours mettre la plus grande roue possible. Ça va toujours améliorer la propulsion par un plus grand contact de la main sur le cerceau de conduite. Permet de couvrir une plus longue distance. On le voit avec les deux horloges qu'on a en bas. Si je fais une propulsion de 10 heures à 2 heures sur la grande roue, l'élément qui va être comblé, c'est la même chose qui se voit au sol. Donc, si j'ai une plus petite roue, je vais combler une moins longue distance parce que mon 10 heures à 2 heures va être plus petit. Mais il faut faire quand même attention à un élément. Quand je choisis toujours la plus grande roue possible, des fois, on a des conflits d'accessibilité dans le rangement dans la voiture ou dans le domicile. Les roues de 25-26 peuvent créer quelques enjeux. Là, j'ai déjà vu ça pour des usagers qui n'étaient plus capables de rentrer leur fauteuil dans leur véhicule ou de passer le fauteuil devant eux quand ils le mettaient sur le banc passager parce que quand ils prenaient juste la roue, ça passait juste pas. Quand on est dans une situation de dysmorphisme, où on a vraiment un petit tronc versus des grands bras, on va tenter de choisir la plus grande roue possible en fonction de la hauteur sol-siège. Puis après ça, comme j'ai dit, on va choisir la roue en fonction de la position de propulsion. Je vais vous l'illustrer dans la prochaine image. Donc, à part d'avoir l'air fou, une petite roue sur un fauteuil versus on voit la roue verte rapidement, on trouve que la roue verte fit mieux avec le fauteuil. Mais si j'ai des très grands bras, un petit tronc, idéalement, comme pour propulser, j'aurais mis la petite roue. Sauf que l'impact que ça a, c'est que quand je fais mon wheelie, donc quand j'essaie de lever mes roues avant, je risque de tomber plus facilement vers l'arrière, donc je vais être en situation d'instabilité parce que ma différence entre mon assise et mon centre de mon essieu est beaucoup plus grande avec une petite roue. Donc, je risque de chuter davantage. Fait que ça, pourquoi, quand on est en situation de dysmorphisme, on voit souvent des grandes roues sur un fauteuil avec un cerceau qui n'est pas nécessairement égal. Donc, c'est pour prévenir certains enjeux. Je vous dirais, ça a déjà été essayé, là, des enjeux comme ceux-là. Et oui, il y a eu des conséquences. Donc, on est vraiment dans la notion où l'espace entre mon assise et mon essieu fournit un bras de levier beaucoup trop grand avec une petite roue. Donc, si on regarde au niveau de cette image-là, de cette personne-là qui présente un dysmorphisme, la position de propulsion, si je mets un cerceau de conduite qui serait vraiment à la bonne grandeur par rapport à la roue, nous amènerait un coude beaucoup trop plié à 90, tandis que le cerceau plus bas, ce serait bien situé. Ce qu'il faut tenir compte, par contre, c'est qu'il y a un enjeu à mettre un petit cerceau de conduite sur une grande roue. C'est beaucoup plus difficile de briser l'inertie du fauteuil. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que pour faire la petite distance, donc, ou le cerceau de conduite, donc le cercle intérieur, je fais un petit déplacement de ma main pour faire un grand déplacement de ma roue. Donc, ça va me demander plus de force. Donc, pour vaincre l'inertie, ça va être un petit peu plus difficile, mais je vais être en mesure de me maintenir sur le long terme après quand je fais beaucoup de roulements de longue distance. Donc, une fois l'inertie vaincue, on a une facilité de roulement. Par contre, si j'ai un usager qui fait du stop and go dans son appartement, puis il arrive, il rentre, il sort, il se promène de son salon à sa cuisine, il va falloir qu'il vainque à chaque fois l'inertie. Donc, peut-être que là, ce n'est pas la meilleure option et on va devoir faire une zone de compromis et grossir le cerceau de conduite pour éviter d'endommager les épaules. On peut penser qu'on voit souvent, là, pour s'illustrer, quand on voit le paralympisme,
Les courses pas de vélo, mais de fauteuils roulants adaptés, on voit souvent des très petits cerceaux de conduite sur des grandes roues. Donc, une fois que l'inertie est vaincue, ben, le fauteuil, on a une belle position de propulsion et on est capable de continuer sur l'élan du fauteuil. Donc, c'est un petit élément là, que je voulais vous rajouter au niveau du choix des roues. Au niveau du choix de la cambrure, souvent on se pose la question, on est dans un fauteuil roulant manuel, cadre pliant, puis on met souvent du 0 degré. Est-ce que ça vaut la peine de mettre du 2, du 3, du 4, du 6, du 9? Donc oui, il y a des éléments qui valent la peine, mais il y a des considérables aussi. Donc, on sait que de 0 à 3 degrés, on a peu d'impact au niveau de la propulsion, au niveau des épaules, au niveau des amplitudes articulaires, au niveau de l'épaule. Ça ne change pas beaucoup de choses au niveau des épaules. Puis ça n'a pas tant d'impact si je propulse en ligne droite. Par contre, ça va me permettre de pivoter un petit peu mieux. Quand j'ai 3 degrés de cambrure, ben, c'est beaucoup plus facile de pivoter. Et on a un fauteuil qui est beaucoup plus stable. Donc, entre 0 degré de cambrure et 3 degrés de cambrure, on a un fauteuil qui est beaucoup plus stable, mais par contre, qui est beaucoup plus large de la partie basse. Donc, on peut commencer à avoir certains enjeux là, quand on circule à l'intérieur. Quand on parle des 6 à 9 degrés, effectivement, on a vraiment une meilleure position de propulsion là, au niveau quand on fait notre mouvement de bras, de roulement de bras. Effectivement, on se rapproche davantage à comment fonctionnent nos articulations quand je fais mon mouvement de bras au niveau de ma biomécanique corporelle. Par contre, ça me fait un fauteuil qui est très, très large du bas. L'élément qui peut être très négatif par rapport à ça, c'est que c'est un fauteuil qui peut être appelé à zigzaguer si je n'émets pas les mêmes forces à droite et à gauche. Donc, si j'ai un bras plus fort que l'autre, ben, mon fauteuil va facilement virer, pivoter. Par contre, aller en ligne droite peut être un plus grand enjeu. Quand on voit les joueurs de basket ou les joueurs en fauteuil roulant, ben, on voit souvent des grandes cambrures parce qu'ils doivent virer rapidement. Tandis que si je fais de la longue distance, une grande cambrure n'est pas nécessairement requise. Ça peut, au contraire, m'occasionner là, des situations de handicap. Par contre, une petite cambrure, un 3 degrés peut être très fonctionnel, un 3-4 degrés peut être très fonctionnel. Il faut quand même tenir compte là, de l'environnement domiciliaire. Cerceau de conduite, en fait, il y en a pour tous les goûts. Ça s'adapte, dans le fond, 2 éléments qu'il faut tenir compte. Ça s'adapte en fonction de la prise de l'usager. Ça influence le choix de la forme du cerceau. Est-ce que oui, je prends avec un protège-pouce ou non? Est-ce que je le prends plus rond? Est-ce que je le prends plus ovoïdal? Donc, ça va dépendre de la mobilité au niveau de la main et aussi le risque de se coincer ou le risque de piégeage du pouce. Puis, le revêtement aussi va avoir son impact. Est-ce que je laisse ou non ma main sur le cerceau de conduite en tout temps? Je peux penser à un usager qui fait de la vitesse, qui roule quand même beaucoup, puis qui laisse sa main sur un cerceau qui est plastifié, il va ressentir de la chaleur, puis ça va plutôt le freiner. Fait que peut-être que lui, il va préférer un cerceau qui va être davantage en aluminium. Par contre, un autre usager qui a plus de difficultés à vaincre la friction, puis qui fait des courts déplacements, va probablement être plus avantageux vers un cerceau qui va être plastifié ou qui va lui fournir une grippe qui est en lien avec ces éléments-là. Donc, c'est des éléments à tenir compte. Il n'y a pas un cerceau qui est meilleur que l'autre, mais il y a un cerceau qui est meilleur pour notre usager. C'est celui qui est en lien avec ses besoins et sa configuration au niveau des mains. Si on parle au niveau du choix du pneu arrière, on va parler d'un pneu. On a fait une étude de pneus, nous, à l'IRDPQ en collaboration avec le CIRIS, où on voulait comparer, y a-t-il un avantage à avoir un pneu haute pression par rapport à un semi-dur, par rapport à une pression standard? Et on s'est rendu compte que oui. En fait, quand on donne un élan de propulsion, donc une poussée de propulsion sur ma roue, sur un pneu semi-dur, il fait une longueur. Donc, une longueur X. Si je fais la même poussée de propulsion avec la même force, avec un fauteuil avec des roues à pression standard, donc 50 livres, je vais faire 2 longueurs. Et si j'utilise des roues haute pression, ben, avec le même effort, je vais faire 3 fois la longueur du semi-dur. Donc, un usager bénéficie vraiment d'avoir des roues haute pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que des roues de pression, il faut quand même les entretenir à toutes les semaines parce qu'on peut perdre jusqu'à 10 livres de pression par semaine.
Mais un usager qui perd 10 livres de pression, puis qui en perd 90, 80, 70 et finalement tombe à 50 livres, il va avoir la même efficacité de propulsion que des pneus à pression standard. Donc, c'est des éléments là, à tenir compte. Il y a plusieurs modèles aussi au niveau des types de pneus. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a des lisses, il y a des tout-terrain, il y a des pneus ballons. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les pneus lisses haute pression, il faut faire attention si on a par exemple quelqu'un qui circule beaucoup l'hiver et à l'extérieur, ça va être davantage glissant, ça nous prend un certain marquage là, au niveau du pneu à ce niveau-là, mais c'est des éléments qui sont à tenir compte. La position, le centre de gravité, donc la position de la roue arrière, idéalement, on devrait retrouver 80% du poids de l'usager sous la roue arrière. Si le centre de gravité est trop par en avant, ça va faciliter vraiment les wheelies, ça va augmenter la manœuvrabilité, puis on va avoir une meilleure position de propulsion. Mais l'enjeu, c'est qu'on va avoir un risque accru de versement vers l'arrière. Si ma roue de propulsion, mon centre de gravité est trop par en arrière, on va avoir l'inverse, donc un fauteuil très stable, la difficulté à faire des wheelies, la difficulté à manœuvrer, une mauvaise position de propulsion et trop de poids sur les roues avant. Puis en fait, vu qu'on a trop de poids sur les roues avant, ça peut amener à s'enfoncer dans le sol si le sol est meuble. Les roues avant, donc au niveau des roues avant, il y a vraiment une influence au niveau des roues avant. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que plus je prends ma roue grande, plus ça peut avoir un impact sur mon choix de ma hauteur sol-siège, mais aussi avec ma position, ma palette d'appui-pied, ça peut rentrer en conflit. Donc, que je prenne une grande fourche ou une grande roue, des fois, il peut y avoir des conflits, il faut en tenir compte. Il y a des effets à savoir au niveau du choix de ma roue avant, donc à la fois le diamètre, la largeur et le type de pneu. Donc, plus la roue est grande, plus elle franchit facilement les obstacles. On sait qu'une roue franchit la demi du rayon. Donc, quand j'arrive, j'accote dessus, plus ma roue va être grande, plus je vais être capable de passer facilement mon obstacle. Plus la roue est petite, plus elle est malléable avec un plus petit rayon de braquage. Au niveau de ma largeur, bien évidemment, si ma roue elle est plus étroite, elle risque de se coincer ou s'enliser dans les craques de nos superbes rues du Québec. Et si ma roue elle est plus large, bien, je vais vaincre plus facilement ces effets-là, mais je vais avoir une plus grande surface de contact au sol. Souvent, on va chercher une roue d'un pouce, un pouce et demi, là. Pas un pouce, mais un pouce et demi qui va être préférable. Le type de pneu, en général, on prend du sans entretien parce qu'il n'y a pas de risque de crevaison. Par contre, pour certains usagers qui ont un petit problème de sensibilité, ben, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher peut-être des roues gonflables. On a aussi la notion de départ de chasse. Qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'à grande vitesse, un fauteuil qui va présenter un grand départ de chasse, un petit départ de chasse, donc le milieu de mon axe de pivotement de ma roue avec ma fourche, ben, quand les deux sont rapprochés, ça va faire de l'oscillement, un peu comme un panier d'épicerie. L'objectif, c'est d'avoir un plus grand départ de chasse à haute vitesse. Le fauteuil n'oscillera pas. Donc, c'est un élément. Je vous inviterai à lire. Il y a un super bel article là, dans Motion Composite là, qui parle de cet élément-là. Donc, plus ma roue est grande, souvent des roues de 6 pouces et plus, on va remarquer qu'à grande vitesse, on va avoir beaucoup plus d'oscillement là, au niveau de la roue. Là. Donc, c'est un élément qui est à tenir compte là, d'avoir quand même un départ de chasse qui est intéressant. Au niveau des appuis-pieds, je passe un petit peu plus rapidement. L'angle des appuis-pieds se prend toujours par rapport au sol et se tient par rapport à la position des membres inférieurs en tenant compte, oui, de la position groupée, des membres inférieurs, la rétraction des ischio-jambiers. Est-ce que j'ai de l'œdème au pied? Plus je vais regrouper mes membres inférieurs sur le fauteuil, plus je vais infliger une flexion dorsale au niveau de mes pieds. Je vais regarder la mobilité articulaire. Je ne veux pas couper la circulation. Il faut que je tienne compte de ma notion de transfert pour mon usager et mon approche de mes surfaces de travail. Si mon appui-pied est très devancé, peut-être que je ne serai pas en mesure de m'approcher. Il y a toute la notion de choix au niveau des appuis-pieds en V ou rétrécis. Donc, ça, c'est de voir avec mon usager. Un élément qui est à tenir compte, c'est d'être vigilant pour qu'on ait le bon espace au niveau des membres inférieurs et au niveau aussi
des souliers. Ça nous est déjà arrivé là, de sabler légèrement une semelle de botte pour que les pieds passent. Là. On ne souhaite pas avoir à faire ça, mais on va regarder au niveau de la stabilité des membres inférieurs. Est-ce que je prends quelque chose de rétréci ou en V? Et est-ce que je dois avoir une palette rabattable, ajustable, fixe? Donc, on est tous dans des choix en lien avec notre évaluation. J'ai presque fini. Je vais rouler rondement. J'avais beaucoup de matériel. Donc, appuie-bras, protège-vêtements. Donc, au niveau des appuie-bras, super important. Souvent, les gens, ils n'en veulent pas. Mais comme premier utilisateur, je le suggère fortement parce que ça permet le repos des membres supérieurs, mais aussi du tronc. Puis ça évite d'aller chercher là, une hypose thoracique haute là, qui pourrait arriver là, vu qu'on a moins de soutien au niveau des membres supérieurs. Il faut toujours qu'on valide, est-ce que je mets un appui-bras en I ou en T, puis est-ce que ma personne elle est capable de le mettre, l'enlever ou de le déplacer vers l'arrière, ce qui va influencer beaucoup notre choix au niveau de nos appuis-bras. Côté protège-vêtements recourbé peut être intéressant quand notre usager fait un transfert pour éviter de s'asseoir sur la roue ou de se blesser sur la roue ou sur le protège-vêtements droit. Et comme tout à l'heure, je le disais, il y a certaines compagnies qui offrent des espaceurs pour distancer les protège-vêtements. Ça permet, quand la personne engraisse un petit peu ou prend du poids ou de la largeur d'un bassin, ben, de pouvoir mettre un espaceur, mais ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent offrir cet espaceur-là. Type de cadre rigide, écoutez, ma présentation, elle est disponible. Là, Lucas va pouvoir la mettre, là, vous la fournir. C'est quelques informations en vrac. Il y a les cadres rigides multi-ajustables et fixes. De prière, ne jamais donner un cadre fixe à un nouvel utilisateur de fauteuil roulant parce que les besoins changent. C'est comme se construire une nouvelle maison puis être sûr qu'on va savoir exactement où on met chacune des pièces, les dimensions de nos pièces. Ben, c'est sûr, quand on construit notre 10e maison, on le sait davantage. Donc, plus on est utilisateur de fauteuil roulant depuis plusieurs années, un châssis fixe va être préférable. Entre un monotube et un double tube, le double tube est beaucoup plus rigide comme châssis. Il y a moins de déflexion dans le châssis. Dans le fond, il y a comme le châssis est en L dans le monotube, ben, il n'y a pas de tube en bas qui vient relier ou refermer. Donc, on peut avoir une certaine flexibilité qui est présente dans le L, qui n'est pas présente dans le double tube. Donc, on a un châssis beaucoup plus rigide, beaucoup plus réactif. Certains usagers apprécient, surtout s'ils mettent des motorisations d'appoint pour éviter une certaine swing dans le châssis. Par contre, certains châssis double tube ne sont pas crash testés, donc c'est des éléments qui sont à vérifier. On a certains fauteuils qui ont des formes rondes ou d'autres des formes ovoïdales au niveau du tube. Donc, c'est des éléments qui sont à tenir compte. Quand on choisit, souvent, quand on a une forme qui est plus ovoïdale au niveau du tube, on a une plus grande rigidité, une plus grande stabilité. Nos matériaux, je le survole parce que je ne suis pas la spécialiste des matériaux, mais grosso modo, les 3 matériels qu'on utilise, c'est l'aluminium, le fibre de carbone et le titanium. L'aluminium, c'est le plus connu. Il est quand même très résistant. Il y a eu des bonnes améliorations au niveau des grades d'aluminium ou de la répartition de l'aluminium dans le cadre rigide pour aller chercher des fauteuils plus légers. Des avantages, plus sujets à la rouille ou à l'oxydation, plus lourds. La fibre de carbone, c'est quand même très solide, léger, ça absorbe très bien les chocs. Un bon effet d'amortissement, ça ne rouille pas, ça ne s'oxyde pas, il n'y a pas de soudure. Il y a une faible résistance thermique, c'est-à-dire que s'il fait froid, ça ne deviendra pas trop froid non plus au niveau des mains. Par contre, si on en fait une utilisation extrême ou qu'on garoche à tous les jours notre cadre rigide en fibre de carbone, ben, il peut se fissurer. Et c'est un fauteuil qu'on ne peut pas percer. En général, on ne perce aucun cadre non plus. Là. Et le titanium, très léger, très rigide, résiste aux égratignures. Donc, d'une très grande résistance là, pour les utilisateurs extrêmes et ça absorbe très bien les chocs. Donc, ces 3 matériaux, je vous invite à les lire là-dessus, très intéressant. Survol pour les ancrages de transport. Toujours regarder si on doit mettre les ancrages de transport, ben, où est-ce qu'ils sont placés? Ça peut rentrer en conflit avec les transferts d'un usager. Donc, on peut avoir certains éléments problématiques. Et est-ce que je peux les ajouter après la commande ou non? Donc, c'est des éléments que vous devrez vérifier.
Certaines compagnies nous fournissent un dessin technique quand on fait des choses un petit peu plus particulières. Donc, de ne pas se gêner à le demander si la compagnie peut le fournir. Ça va vous permettre de mieux voir en réalité c'est quoi les largeurs hors tout. Et je termine avec trois petits mythes ou réalités. En fait, j'entends souvent dire que un cadre rigide ultra léger qui pèse 2 livres ou 8 livres de moins est toujours meilleur qu'un cadre qui a peut-être 2 ou 8 livres de plus. En fait, il n'y a aucune étude qui prouve ce fait-là. Il y a des études qui prouvent que 20 livres, oui, a un impact, mais à 2 à 8 livres, ça n'a pas d'impact. Disons qu'un 2 livres, c'est la différence entre une vessie pleine ou non pleine ou entre le matin et le soir, après avoir mangé quelques repas. Donc, quel est l'impact majeur? C'est plutôt au niveau de la configuration du fauteuil de notre usager. J'entends aussi dire, bon, j'ai 3 démos, je vais aller faire essayer les 3 démos à mon usager, il va pouvoir mieux choisir, il y a des configurations similaires. Ce n'est pas un bon choix parce que les configurations, bien qu'elles soient proches, ne sont pas égales. Donc, ça va être plus difficile de faire un choix. Ce n'est pas au feeling qu'on fait un choix de cadre rigide, c'est en fonction des besoins de l'usager. Et des fois, on entend dire, soit d'un usager, je veux ce qu'il y a de mieux sur le marché, je veux le top du top, ou des intervenants nous dire, hey, moi, là, tu sais, tant qu'à pouvoir choisir, écoute, c'est le client qui se paye par lui-même ou j'ai un organisme payeur qui va payer, ben, je veux ce qu'il y a de mieux, telle marque, c'est mieux. En fait, c'est pas une marque qui est mieux, c'est une configuration de fauteuil qui est mieux. Donc, c'est des éléments là qui sont à retenir. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de choses pour un petit 45 minutes. J'ai apporté beaucoup d'éléments qui sont en lien avec l'évaluation fauteuil roulant et qui se traduisent beaucoup aussi au niveau du cadre rigide. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions? Sois pas gênée. Je vois pas de questions. Donc, l'essentiel de la présentation, je l'ai remis là. Lucas va pouvoir vous la donner. Vous allez pouvoir prendre le temps de regarder parce que je savais qu'il y avait quand même beaucoup d'informations. Donc, c'est un petit guide pour vous là, que je vous remets là. Donc, comme il n'y a pas de questions, merci Isabelle, merci tout le monde d'avoir participé. J'ai partagé le lien de l'évaluation de la formation dans le chat et nous avons un prochain rendez-vous le 15 décembre avec Isabelle et Élise Jobin qui iront présenter sur les enjeux entourant l'utilisation de l'aide à la mobilité utilisée comme siège dans un véhicule routier. Donc, je vais partager aussi les liens pour s'inscrire et quand je vais faire l'envoi de l'attestation, je partage les liens aussi. Donc, merci et c'est ça entendu. Lucas, Oui? je t'interromps, je pense que j'ai vu que quelqu'un avait une question dans le fil de la conversation. OK. OK, il y a une question, désolé, je n'ai pas vu. Donc, si vous voulez, vous pouvez les poser dans les chats ou à vive voix. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, c'est pour mon collègue qui se questionnait s'il y avait des études ou des essais qui ont été faits pour démontrer là, les différences entre les différents types de roues. Là. On pense, mettons, aux roues Spinergy, Non, en Sunmotion fait, également. nous, on n'a pas fait d'études par rapport aux roues, c'était vraiment par rapport aux pneus. Qu'est-ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des roues qui se déforment moins. Euh, mais pour le moment, là, je m'en tiens plus aux représentants et à leur connaissance, là, si on prend quel type de Spinergy est le mieux. Il y a des gradations dans les Spinergy, il y a de l'évolution, puis ça pourrait être une très bonne étude là, au niveau des roues, effectivement, à faire. Là. Parfait, merci. Bienvenue. quelqu'un a demandé si c'est possible d'avoir des références, les sources de formation que tu as utilisées pour préparer la séance d'aujourd'hui.
Ben, en fait, là, je vous dirais, ça vient par l'expérience, la discussion avec les collègues et les références. Il y en a quand même plusieurs. Le site de Motion Composite, moi, j'encourage tout le monde à aller faire un tour sur le site de Motion Composite. Ils ont plusieurs blogs intéressants dans la section, je crois, enseignement. La compagnie Permobile a énormément d'informations aussi à ce niveau-là. Donc, je crois qu'avec Permobile et Motion Composite, vous allez être satisfait. Chez Sunrise aussi, dans la section enseignement, il y a plus d'informations du côté anglophone, mais c'est vraiment des bons éléments. Quand on fait les comparatifs au niveau des différents matériaux, le monde du cyclisme est un bon monde pour nous aider au niveau de la fibre de carbone et du titanium parce que le monde du vélo et le monde du fauteuil roulant n'est pas très éloigné au niveau des types de matériaux. Donc, vous allez trouver des références intéressantes si on veut se sauver des informations transigées par les compagnies de fauteuils roulants. On est capable de trouver de l'information pertinente. OK, super. Merci Isabelle. Je pense pas qu'il y a d'autres questions. Donc, merci tout le monde. Merci Bon beaucoup. après-midi. Bye.